Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on parle de cyclisme. On va faire le débrief du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ces 3 jours de course. C'était entre vendredi et dimanche. On avait 3 jours de course. 3 étapes un petit peu différentes. Le vendredi c'était plutôt taillé sprinter. Samedi, dimanche c'était un peu plus difficile. Malgré tout, il n'y a pas eu de sprint massif pendant ces 3 jours de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Vous pouvez également soutenir la chaîne en donnant avec un super thanks. Et puis, vous pouvez également aller voir EPS 2.0 avec un épisode sur Vincent Defrane. Notamment, c'est sur Spotify. TikTok, c'est encore calme pour le moment, mais ça va reprendre, hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai récupéré ma connexion Internet. Là, je suis en train de me refaire la cerise au niveau santé. La semaine dernière, j'ai été malade pendant 3 jours. Ça m'a mis un petit peu HS. Et ensuite, on sera de retour, une fois qu'on aura réglé tous ces problèmes-là. Bon, Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On a eu encore une course... Alors, c'est bizarre parce que les 2 premiers jours, la course est plutôt ouverte, la course est plutôt animée. Et puis sur la dernière étape, qui normalement aurait dû être un peu une étape festival, parce que c'était une sorte de parcours un peu comme sur Paris-Nice, vous voyez les derniers jours de Paris-Nice, alors il y avait notamment le col d'Aise, mais une étape avec pas mal de petites bosses, voilà, pendant toute la journée. Donc normalement c'est le jour d'étape où il se passe toujours des choses. Et là ce qui est assez surprenant, c'est que sur cette étape-là, eh bien ça a été très cadenassé, notamment par EF, mais pour qu'à la fin, en fait, à 5 bandes de l'arrivée, il se fasse avoir un peu comme des bleus sur la première attaque par part et peintre. Donc ça a été assez surprenant la manière dont ça s'est goupillé cette semaine parce qu'on a une première étape où on s'attend à un sprint et puis vous avez Vauclin qui attaque et une étape où en fait il se passe absolument pas le scénario qui était prévisible. Une deuxième étape où là c'est un peu plus prévisible par rapport au scénario et puis un troisième jour où ça a été très cadenassé, très contrôlé pendant toute la journée, et où on a un leader qui s'impose, mais qui n'a jamais eu l'équipe qui a contrôlé la course. C'est-à-dire que son équipe, au leader, n'a jamais contrôlé la course quasiment pendant les 2 autres étapes, donc c'est assez drôle également de ce tour-là. Mais le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, alors moi je préférerais le Tour de la Provence. Bon, cette année le Tour de la Provence, des gros soucis financiers et peut-être bientôt judiciaire du côté du Tour de la Provence. Donc ce qui fait que on doit un peu se contenter du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Mais moi j'ai toujours eu un peu plus de mal avec cette course parce que souvent en fait ça se joue le dernier jour. Bon là encore une fois ça s'est pas joué le dernier jour, mais souvent ça se joue sur la dernière étape. Et c'est quand même une course où il n'y a pas de très grandes difficultés. On est sur des étapes vraiment vallonnées de moyenne montagne, mais on n'est pas trop sur un parcours qui convient aux purs grimpeurs. C'est vrai que pour les purs grimpeurs, c'est un peu trop timide en termes de parcours. Alors ça donne une course qui est souvent très ouverte, mais qui n'est pas toujours très lisible, et puis où on peut avoir beaucoup de coureurs différents qui peuvent s'imposer sur ce type de parcours, et on a en plus un vainqueur inédit cette année qui gagne pour la première fois de sa carrière une course par étape. On revient sur tout ça tout de suite en commençant avec les coureurs au top. Ah, attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Kevin Vauclin, vainqueur de ces 3 jours de course. Kevin Vauclin, impressionnant le premier jour. Vraiment, l'attaque qu'il réalise le premier jour, 1,5 km de l'arrivée, il faut la faire l'attaque. Il est quand même dans un groupe de costauds à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est dans un groupe où voilà, on n'est pas sur les branquignoles dans ce groupe-là. Notamment, vous avez Madouas. Et il arrive à sortir déjà en étant très intelligent. C'est-à-dire qu'il décide... En fait, il voit que devant, ça se regarde. Donc il se dit, ça se regarde, bon, ok. Il y a notamment Paulès. On sent que tout le monde regarde Paulès. Vu le début de saison qu'a fait Paulès en France, tout le monde se dit, lui, c'est le mec à surveiller. Donc, tout le monde se regarde un petit peu. Et Vauclin se dit, bon, je me mets légèrement en retrait. Il se met à une quinzaine de mètres et il déclenche son attaque à ce moment-là, ce qui fait que tous les autres sont surpris. Et quand
ses adversaires peuvent enfin réagir, ben, il a déjà 20 mètres, 20-25 mètres d'avance. Et c'est trop tard, c'est impossible de revenir sur lui à partir de ce moment-là, parce que Vauquelin, c'est un très bon rouleur, parce que Vauquelin a, je pense, une bonne résistance à l'acide lactique aussi, une bonne résistance au niveau physique. Bah ouais, il a gagné assez facilement comme ça, enfin assez facilement. Pas facilement physiquement, parce qu'il faut le faire l'effort, mais il a été intelligent, et en plus, il a été fort. Et puis après, sur les 2 autres jours, eh ben, il a profité du travail des autres équipes. Euh, Arkea n'a quasiment jamais été en tête du peloton. C'est-à-dire sur les 3 jours, on a très peu vu le maillot Arkea en fait. Par contre, ils se sont très très bien servis du travail des autres équipes. Et c'était pas con parce que c'était pas forcément l'équipe la plus solide. Au départ, vu que notamment vous avez Barguil qui était sur le Tour de l'Algarve, il n'y avait pas forcément beaucoup de coureurs qui étaient en capacité d'accompagner correctement Vauquelin. Donc à partir de ce moment-là, bah oui, t'économises tes forces et puis t'attends de voir ce que font les autres équipes. Et heureusement, les autres équipes ont bien travaillé pour Vauquelin. Donc c'est plutôt une belle performance de la part du coureur français. Ça peut déclencher quelque chose quand même, une première victoire d'étape. Il l'a un peu gagné à la Sylvain Chavanel, cette épreuve. C'est-à-dire Sylvain Chavanel, du début de carrière, hein, pas le Sylvain Chavanel quand il gagnait des classiques, mais le Sylvain Chavanel du début de carrière, c'était un coureur qui jouait parfois les classements d'étape. Notamment, il avait été très performant sur un Paris-Nice une année. Et je trouve qu'il l'a un peu gagné à la Sylvain Chavanel. Voilà. Vauquelin. J'espère par contre qu'il aura une meilleure carrière de grimpeur que Sylvain Chavanel, même si Sylvain Chavanel a eu quand même des bons résultats en boss. Hein. C'est pas forcément là où il a été le plus impressionnant, surtout sur la fin de sa carrière. On peut notifier également la belle performance de Boigny le premier jour. Lui qui était quand même dans une situation qui n'était pas facile, avec 2 chutes d'affilée un peu compliquées. Pour Nasser Boigny, eh ben, ça s'est bien passé le premier jour. Voilà, il fait top 10 sur un parcours où encore une fois ça avait quand même roulé pas mal vite. Et ben, c'est plutôt une belle performance de la part du coureur d'Arkea. Donc voilà, j'espère que ça va le remettre avec une bonne motivation. Ça va être très important pour Nasser Boigny, avec de la confiance surtout, de se dire bah voilà, il peut quand même faire des bons résultats. Alors c'est sûr que ça m'étonnerait cette année qu'il gagne Milan-San Remo. Par contre, un peu plus tard dans la saison, une fois que voilà, il aura retrouvé sa pleine condition physique, parce qu'un arrêt de 6 mois, 8 mois sans faire de vélo, forcément, vous avez une perte de condition physique qui est tout à fait naturelle. Et bien à partir du moment où il aura récupéré cette condition-là, et ben, je pense que d'ici juin-juillet, hein, c'est un coureur qui peut être très performant. Et juin-juillet, c'est des courses intéressantes pour Nasser Boigny. Une victoire d'étape sur le Tour de France, c'est quelque chose autour duquel il tourne. Donc ça serait bien d'enfin réussir à en claquer une, et ça lui ferait, je pense, beaucoup de bien à Nasser Boigny. On poursuit avec Skelmose. Ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, il a une petite ressemblance avec un tour du Luxembourg. Très belle victoire d'étape le 2e jour de Skelmose. Impressionnant même sur cette étape-là, parce qu'il fait quand même un sprint au moins de 250 mètres. Et il a des vraies qualités sur ce type de parcours-là. Moi, Skelmose, j'ai encore du mal à savoir si c'est un coureur qui est juste un coureur de montagne, ou si c'est un coureur qui est vraiment capable, enfin si c'est un coureur déjà qui est capable de faire des classements généraux sur des grandes épreuves de montagne, c'est la première question que je me pose. Mais est-ce que c'est un coureur qui n'a pas de meilleure qualité sur des épreuves puncher que sur des épreuves, on va dire, d'une semaine, 10 jours de course par étape? Ça, c'est un peu la question que je me pose du côté de Skelmose, parce que à chaque fois quand il attaque, il est assez redoutable quand même, hein, quand il arrive à sortir. Je me souviens l'année dernière sur le Tour du Luxembourg, il nous avait collé une mine à un moment dans une bosse qui avait été assez impressionnant. Là encore, sur ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, lors de l'étape 2, il colle une mine vraiment encore une fois dans le final, hein, pour gagner au sprint. C'est assez impressionnant. Donc je me demande quelles sont les limites de Skelmose au niveau des bosses, au niveau des parcours un petit peu vallonnés. Est-ce que c'est pas plus là où il peut gagner des grandes épreuves que sur les courses d'une semaine? Ça, c'est une question que je me pose pour le coureur danois, surtout qu'il avait fait au championnat du monde, c'était le danois qui était le plus visible à l'écran, hein.
de cette course. Donc c'est plutôt intéressant de voir comment ça peut jouer pour Schielmose. On continue et on termine avec les coureurs au top, avec Aurélien Paré-Peintre. Ça fait du bien de le revoir au top, Aurélien Paré-Peintre. Alors vous allez me dire, oui, c'est que le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Oui, mais l'année dernière, il avait un peu souffert du malheur du vainqueur du Tour. Il y a 2 ans, pardon, il avait un peu souffert du malheur de gagner le Grand Prix cycliste à Marseillaise. L'année dernière, la saison a pas été forcément... je dis une connerie, en plus 2021, c'est quand il fait 9ème de Paris-Nice, non, je dis une bêtise. Mais en 2022, il a eu une année qui n'était pas facile. Abandon sur le Tour de France, un Dauphiné où il n'est pas dans le coup, foncièrement, un Paris-Nice où il finit 10e, mais avec des étapes qui étaient parfois très compliquées, notamment le contre-la-montre à Montluçon, 11e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Mais il avait eu du mal vraiment à faire des gros résultats sur l'année, et surtout après Paris-Nice en fait, où ça avait été vraiment compliqué pour lui, vraiment des résultats qui n'étaient pas sensationnels plus que ça. Maintenant, Aurélien Paré-Peintre, c'est un coureur qu'on attend quand même sur des épreuves World Tour, beaucoup plus. C'est un coureur, on sait son niveau sur les épreuves françaises, on sait ses qualités sur les épreuves françaises. Mais moi, j'aimerais le voir beaucoup plus sur des épreuves World Tour. Il a quand même 26 ans aussi, donc il faut commencer, et bientôt 27 même. Donc, c'est important, au bout d'un moment, de se montrer, de ne pas être l'éternel espoir qui a du mal à confirmer, parce que en ce moment, c'est un peu le coureur qui est performant en France, mais qui a du mal à sortir, on va dire, sur les épreuves World Tour, qui a du mal à avoir de gros résultats sur les épreuves World Tour. Moi, je l'attends maintenant à ce niveau-là, Aurélien Paré-Peintre. Alors, c'est une belle performance, une belle 2e place, donc ça montre que le coureur est en forme. Mais bon, l'année dernière, il était aussi en forme sur cette même course. Il avait fini 11e, avec peut-être un peu plus de densité, même l'année dernière, sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et surtout, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, c'est pas non plus le niveau d'un Paris-Nice, c'est pas le niveau d'un Tirreno Adriatico ou d'un Giro d'Italie qu'il veut effectuer. Donc, pour Aurélien Paré-Peintre, on l'attend sur des épreuves un peu plus solides. Moi, je l'attends, du moins, sur des épreuves un peu plus solides en termes de parcours. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Total Energy. Un peu absent cette semaine. Total Energy. C'est dommage, c'est une course en France. Ne pas réussir à caler un coureur dans le top 10. C'est un peu triste. Surtout quand tu avais Mathieu Burgodeau et Huy Hermose. Sur un parcours comme ça, c'est quand même des coureurs qui, normalement, ça leur convient extrêmement bien. Et en plus, tu tapes une amende de 200 francs suisses pour un geste qui n'est pas... Alors, on dit toujours pas vu, pas pris, mais là, bien vu, bien pris par la patrouille du côté de Total Energy, avec ce bidon collé qui a permis à Mathieu Burgodeau de faire 30 bornes en échappée seul. En plus, ça aurait pu avoir des grosses conséquences. Heureusement, il est repris à 5-6 km de l'arrivée, Burgodeau, mais... Voilà, ce genre de geste aurait pu avoir des grosses conséquences au niveau de Mathieu Burgodeau, au niveau du résultat de la course. Donc c'est toujours dommageable qu'un directeur de course fausse un petit peu la course avec ce genre de geste. Bon, moi je suis pas fan de ce genre de geste, de ce genre d'action. Et je suis assez d'accord avec la pénalité de l'UCI sur ce fameux nuit à l'image du cyclisme. Je suis assez d'accord. Parce que pour moi, oui, ça nuit à l'image du cycliste, ça donne une mauvaise image aux jeunes coureurs qui peuvent refaire ça dans les clubs de cyclisme. En plus, ce geste-là, quand c'est pas maîtrisé, ça peut être très dangereux. En plus, par les pilotes de voiture et par les coureurs. Donc c'est pas une bonne image, c'est pas une bonne chose. Je trouve que c'est une action dangereuse de la part de cette équipe. Une action qui aurait pu avoir des conséquences en plus sur le général, donc c'est un petit peu dommageable du côté de la Total Energy, et c'est un peu dommageable que ça soit un petit peu la seule image qu'on retienne
de cette équipe pendant ces 3 jours de course. Donc voilà, c'est pas forcément l'idéal. C'est une équipe qui a été trop discrète pendant ces 3 jours de course, avec encore une fois un Villermoz qu'on n'a pas vu, et Burgodo qu'on a surtout vu lors de cette première étape. Pas énormément sur les étapes d'après. Et puis EF Education Easy Post. C'est quand même con de contrôler comme ça toute la dernière journée de course, de créer une course de mouvement, parce que déjà le premier jour, ils créent une course de mouvement, ils se font battre par Vauclin. L'étape numéro 3, ils cadenassent toute la journée, ils se font battre par Pareil Peindre. C'est un peu la loose quand même du côté de EF. C'est bien d'avoir des bonnes jambes, c'est bien d'avoir des coureurs qui sont très performants. Par contre, c'est mieux quand on s'impose en ayant des bonnes jambes. Et là, du côté de EF, on est passé un petit peu à côté. Alors, Nelson Poles finit 3e du général. Mais je pense que vu les capacités physiques qu'il a en ce moment, Nelson Poles, il pouvait prétendre à mieux. Et puis surtout, là, on passe à côté sur 2 étapes. On court pas très bien le dernier jour. Parce que à partir du moment où tu cadenasses la course sur un parcours comme ça, on attend à ce qu'il y ait une attaque lors de la dernière montée, sauf que ils n'ont absolument rien tenté dans cette dernière montée. Et il aurait peut-être fallu canasser la course un peu plus tôt. Ils l'ont peut-être canassé un peu tardivement. Ils n'ont peut-être pas été assez sélectifs sur leur effort, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de supprimer un maximum de coureurs avant la pente. Et ça leur a bien mal pris parce qu'ils se font contrer par Pareil Peintre, alors qu'à G2R, on ne les voit pas de la semaine. On ne les voit pas énormément depuis le début de saison. Voilà, EF se fait avoir, c'est un petit peu triste. Pour Nelson Poles, ils ont un peu raté le coche du côté de EF. Et puis, ça permet également, ce petit flop de EF, de parler de Chavez. Chavez, il a eu un problème par jour, mécanique, et à chaque fois dans les derniers kilomètres. Donc là, pas top pour Esteban Chavez, qui revenait d'Amérique du Sud, où il a été performant. Il a remporté le championnat sur route de Colombie. Autant vous dire qu'il n'a pas vraiment honoré le maillot. Sur les 2 premiers jours, beaucoup de problèmes techniques en course. Et puis le dernier jour, il a été équipier de Nelson Poles, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer encore une fois. Mais voilà, beaucoup de problèmes mécaniques pour Esteban Chavez. Alors je ne sais pas si c'était des problèmes au niveau de EF, des problèmes de réglage de la part de EF, ou si c'était des soucis seulement avec le matériel de ce coureur-là, une mauvaise utilisation par ce coureur-là du matériel. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Je rappelle qu'on fait tout du AE Tour cette semaine. Et puis, il y aura également des présentations de courses en fin de semaine, notamment les classiques de l'Ardèche et la Drôme Classique. Et puis, il y a également des courses en Belgique avec l'ouverture de la saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!